Alors, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Alors, en préambule, c'est une présentation que je fais normalement dans ma boîte. Je suis juste avec une seule personne pendant 1 heure. Donc là, on est un tout petit peu plus nombreux. Mais j'aimerais bien qu'on ait un peu le même fonctionnement que quand je suis avec une seule personne. C'est-à-dire que si vous avez des questions, vous les posez pendant la présentation et vous ne me laissez pas partir pendant une demi-heure sans rien comprendre dans mon coin. J'aimerais bien que tout le monde puisse suivre depuis le départ. Donc, c'est une présentation pour les débutants sur le machine learning. Alors, j'ai sous-titré tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander. Alors, en vérité, évidemment, on ne va pas voir tout ce qu'il y a à savoir sur le machine learning. J'ai essayé de demander de réserver les 3 jours du Brestcamp pour ma présentation, mais ce n'est pas passé. Donc, vous appellerez ça un mensonge ou du marketing, vous voyez. Donc, qui je suis? Je m'appelle Cérès, je suis data scientist chez Energency depuis 1 an et demi et je traite des données depuis 2009 avec amour. J'ai travaillé sur pas mal de données différentes. Donc, chez Energency, on travaille sur les données des usines. Donc, ils récupèrent toutes les données de leurs capteurs. Donc, c'est des séries temporelles. Je ne vais pas vous parler de séries temporelles aujourd'hui parce que c'est un cas qui est un petit peu spécifique. Donc, ce n'est pas le cas de base. Mais j'ai aussi travaillé sur de l'analyse de vidéos, de l'analyse de courriers, de documents qui sont numérisés, sur l'épidémiologie, sur les bébés prématurés. Enfin, j'ai fait pas mal de choses différentes. Le machine learning, c'est quoi le principe de base? C'est on a des données, on les donne à un algorithme et à un moment, il va nous donner une réponse. Ce que j'espère vous présenter aujourd'hui, c'est que le machine learning, c'est quelque chose de très, très bête. À chaque fois que j'entends parler d'intelligence artificielle, ça me hérisse le poil parce qu'un algorithme de machine learning, franchement, il n'y a pas plus con. Et j'espère qu'à la fin de ma présentation, vous serez convaincus. Le machine learning, pour situer le contexte, pour qu'on ait à peu près tous le même vocabulaire ici, ça se sépare en 2 parties. D'abord, il y a le machine learning qui est non supervisé. En gros, on ne sait pas ce qu'on cherche, mais on espère bien trouver quelque chose à la fin. Et le machine learning supervisé, on sait déjà à l'avance ce qu'on recherche. Et dans le machine learning supervisé, il y a la classification et la régression. Je vais vous donner des exemples pour tout ça. Donc le machine learning pour l'apprentissage non supervisé, c'est j'ai mon tas de données, je vais utiliser un algorithme pour trouver des trucs. C'est vraiment ça le principe. Et l'élément qu'on retrouve le plus facilement dans le machine learning non supervisé, c'est le clustering. Donc on va chercher à faire des groupes d'individus qui se ressemblent à partir de nos données. Donc, par exemple, on pourrait faire des clusters des talks du Brestcamp pour retrouver les sujets qui sont à la mode. Donc, GraphQL, Kubernetes, ça, c'est les sujets qui sont à la mode. On pourrait faire ce genre de choses. C'est énormément utilisé pour le marketing, en fait, pour faire des groupes d'individus qui se ressemblent pour cibler les campagnes. Moi, je n'utilise pas du tout ça. J'utilise des méthodes d'apprentissage supervisées. Donc là, j'ai des exemples de ce que je recherche et je vais essayer d'apprendre à mon algorithme à retrouver les exemples que je cherche. Donc si on fait la classification, on va essayer de prédire une variable qu'on appelle catégorielle. Donc elle va avoir un certain nombre de classes qui sont définies à l'avance. Donc ça peut être binaire, oui, non, ou ça peut être taille M, S, XL. Ça, c'est une variable catégorielle. Donc on peut prendre un exemple. Je vais essayer d'apprendre à reconnaître un chat d'un chien. Je vais donner plein de données où je sais déjà à l'avance si ce sont des chats ou des chiens. Je les donne en entraînement à mon algorithme. Il va apprendre un modèle à séparer les chats et les chiens. Alors tout de suite, on voit qu'il n'est pas parfait. Il y a un chat qui se trouve dans le groupe des chiens, mais les algorithmes font toujours des erreurs. Et après, quand je vais lui donner un nouvel élément, il va pouvoir me dire c'est plus un chat ou plus un chien, avec une certaine probabilité. Le deuxième cas de machine learning, c'est la régression. Donc là, on va essayer de prédire une variable quantitative. Donc elle va appartenir à l'ensemble des réels. Ça peut être,
Par exemple, combien vous allez payer d'impôts, combien une usine va dépenser d'énergie. Ça, c'est une variable quantitative. Donc, on a nos données en entrée. On va entraîner l'algorithme dessus. On va apprendre un modèle qui peut être très simple, juste cette courbe-là. Et une fois qu'on a une nouvelle donnée, on va utiliser le modèle pour dire, cette fois-ci, ma prédiction, qu'on va noter Y chapeau, elle se trouve à cette valeur-là. Ça, c'est les principaux cas d'algorithmes de machine learning. Donc, le principe général, c'est toujours que j'ai un ensemble de variables qu'on appelle les variables explicatives. Donc, on peut s'imaginer qu'on a un tableur Excel, en fait. Chaque colonne, c'est une variable explicative. Toutes les lignes, c'est des observations. Et pour toutes ces lignes, je sais quelle est la réponse attendue, qui est la variable à expliquer. Et il y a une grosse faute parce qu'il n'y a pas de S. On cherche un modèle. Ce qu'on se dit, c'est qu'on peut trouver une fonction, un modèle, tel que Y, ce que je cherche à expliquer, est à peu près égal à ma fonction à partir de l'ensemble de mes variables explicatives. On dit que c'est toujours à peu près égal parce qu'on ne peut pas trouver exactement la fonction qui régit le modèle, mais en fait, ce n'est pas grave. Tous les modèles de machine learning sont faux. Il n'y a aucun modèle qui est parfait. On n'est pas sur des modèles mécaniques, physiques. On n'a pas une relation vraiment physique qui représente les éléments. On a juste une relation qui permet de représenter à peu près bien les éléments. Et si on ne se trompe pas trop, on peut l'utiliser. Donc, tous les modèles sont faux. Ils font donc des erreurs. Ce qu'on entend souvent comme cas de les statistiques, vous voyez, c'est n'importe quoi, c'est les sondages. Quand on vous présente les résultats d'un sondage, on vous donne toujours juste une valeur. Donc là, on va vous présenter un graphe sur les sondages des dernières élections présidentielles et on vous dit qu'on pense que Marine Le Pen va avoir 25% des votes, Emmanuel Macron 24%, etc. En fait, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que dès le départ, quand on a les résultats du modèle, on sait qu'il va se tromper et on devrait vous donner notre intervalle de confiance. C'est la plage dans laquelle je suis à peu près sûr que mon modèle va donner un résultat. Et donc, si on regarde les résultats avec les intervalles de confiance, là, on se rend compte qu'en fait, on pourrait avoir un échange et que Mélenchon pourrait être 3e et Fillon 4e, et dès le départ, on le savait. C'est juste que dans ce qu'on vous donne comme résultat, on ne vous montre pas ça et on oublie de vous dire que les modèles se trompent tout le temps. Pour pouvoir se rendre compte de ce genre de choses, il faut qu'on soit capable de mesurer les performances d'un modèle, puisqu'on sait qu'il va se tromper, on va essayer de savoir à quel point il va se tromper. Est-ce que je peux l'utiliser ou est-ce qu'il se trompe tellement que de toute manière, je le jette à la poubelle? Pour mesurer les performances, on a plein de métriques qui existent, ça dépend du sujet qu'on est en train de traiter. Si on veut mesurer une performance en régression, on va mesurer l'écart entre la prédiction et la réalité, et après on va agréger ces résultats selon que les écarts importants ou non, les grands écarts sont importants ou non. Et en classification, c'est encore plus simple, c'est juste est-ce que j'ai prédit la bonne classe ou pas? Est-ce que j'ai fait un faux positif? Est-ce que j'ai fait un faux négatif? Pour mesurer les performances, quand on mesure les performances, il faut vraiment s'imaginer que le modèle, c'est comme si c'était un élève qu'on avait envoyé en classe, et quand on mesure les performances, on lui fait passer son examen. Donc, quand on fait passer un examen à un élève, on ne lui donne pas exactement les mêmes questions que ce qu'on a vu en cours, parce qu'on espère qu'il a compris un petit peu plus que juste ce qu'on lui a dit. Et bien là, pour les algorithmes de machine learning, c'est pareil. On va avoir un ensemble qu'on appelle l'ensemble d'apprentissage, c'est tout ce qu'on voit en classe. Et on a un ensemble qu'on appelle l'ensemble de tests, c'est les questions de l'examen. Si je mesure les performances de mon algorithme sur l'ensemble d'apprentissage, forcément, il va avoir de meilleurs résultats que sur l'ensemble de tests, enfin j'espère, si c'est un élève qui a appris ses leçons. En général, on dit que pour l'ensemble d'apprentissage, on va utiliser 2/3 aux 3/4 des données, et pour l'ensemble de tests, on va utiliser 1/3 à 1/4 des données. On a 3 phénomènes qui peuvent se passer quand on regarde les résultats d'un algorithme. Le premier, c'est l'underfitting. C'est l'élève qui n'a pas appris son cours. Il est allé au cours, ok, mais en fait, il n'a rien suivi. Et quand on regarde ses performances, alors non seulement il est mauvais sur les questions de cours,
Mais alors, évidemment, les questions qu'il n'a jamais vues, c'est la catastrophe. Ensuite, ça, c'est un cas, évidemment, qu'on ne veut pas avoir. Deuxième cas qu'on ne veut pas avoir, c'est l'overfitting. Alors ça, c'est l'élève, mais c'est vraiment le bon élève qui a vraiment suivi son cours à fond. Le problème, c'est qu'il a tout appris par cœur. En fait, il n'a rien compris. Il a juste appris les réponses de toutes les questions de cours par cœur. Donc, quand on lui présente les questions de cours, tout va bien. Et dès qu'on lui présente une question qu'il n'a jamais vue, c'est la catastrophe, il ne sait pas du tout répondre. Et ce qu'on cherche, c'est l'élève parfait, le bon élève qui a suivi le cours. Il a tiré tout ce qu'il pouvait tirer du cours, mais il est capable de généraliser un petit peu ce qu'il a appris. Et donc, quand on va lui présenter les questions de cours, il sait y répondre. Et quand on lui présente les questions des examens, il est capable d'y répondre aussi. Dans les modèles, souvent, on fait une grosse erreur, c'est qu'on confond la corrélation et la causalité. Donc, on fait des modèles pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Et c'est vrai que ça nous permet de comprendre plein de choses sur les données qui nous entourent. Mais on pense que ce qu'on trouve, ça représente une causalité, ce qui n'est évidemment pas le cas. Si on regarde, là, on a une représentation des attaques de requins et des ventes de glace. Si je confonds la corrélation et la causalité, qu'est-ce que je vais me dire? De toute évidence, les attaques de requins sont causées par les ventes de glace. C'est un raccourci un petit peu controversé. Et donc là, il y a une corrélation. Évidemment, on voit qu'il y a un lien entre les deux. On retrouve un pic. Quand on arrive sur la période d'été, on retrouve un pic sur les attaques de requins et sur les ventes de glace. C'est peut-être pas causé par les glaces qu'on a achetées. C'est peut-être parce qu'on était en été, qu'il y a plus de gens qui se baignent et qui achètent des glaces. Et comme il y a plus de gens qui se baignent, il y a plus d'attaques de requins qui sont remarquées. Il y a plein d'exemples qui sont connus comme ça. Il y en a un autre aussi, c'est il y a un lien qui existe entre la consommation d'alcool et l'espérance de vie. Ce lien, c'est que plus on consomme d'alcool, plus on vit vieux. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand on vous présente ça, c'est à l'échelle des pays. Donc les pays où l'on consomme le plus d'alcool, c'est les pays où on vit le plus vieux. Parce que les pays où on consomme le plus d'alcool, c'est les pays les plus riches, les pays avec un système hospitalier développé, et donc les pays où on vit les plus vieux. Il faut toujours faire attention quand on regarde les résultats d'un modèle et qu'on interprète les résultats d'un modèle en fonction de ses variables explicatives. On ne peut pas faire un lien de causalité. Par contre, on peut dire qu'il y a effectivement une corrélation. Il y a peut-être plein de facteurs cachés qui ne nous sont pas représentés, mais il y a un lien qui existe, effectivement. Donc là, c'est un peu les grands principes. Voilà, c'est ce à quoi je dois faire attention. Je ne dois pas faire de surempruntisage. Je ne dois pas tirer de conclusions hâtives de mes résultats. Pas confondre la corrélation et la causalité. Il existe plusieurs familles de tâches à faire. Et donc là, je vais passer sur vraiment les familles d'algorithmes et je vais vous présenter comment ça fonctionne. Donc, il y a plein de familles d'algorithmes qui existent. Ce qu'on connaît le plus souvent, c'est les modèles linéaires. Donc, faire une régression linéaire pour trouver une relation entre deux variables. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens dans la salle qui ont déjà dû faire une régression linéaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait une régression linéaire ici? Ok, c'est bien parce que je ne vais pas en parler de ça, des régressions linéaires. Donc les régressions linéaires, c'est quand même ce que les gens ont le plus souvent vu. Par curiosité, est-ce que vous savez ce que c'est les déciles, par exemple? Oui. La médiane? Oui, la médiane, d'accord. Alors, normalement, c'est la question que je pose au départ aux gens à qui je fais le onboarding pour savoir, pour situer. Parce que pour vous situer, c'est un onboarding que je fais souvent aux commerciaux dans la boîte. Donc, c'est juste pour me situer sur l'axe de ce que les gens savent faire ou pas faire. Pour tous les gens qui ne savent pas ce que c'est que les déciles, quand même, parce que c'est intéressant, les déciles, c'est pour découper. Donc, par exemple, le premier décile, ça veut dire qu'il y a 10% de la population qui se trouve en dessous de ce seuil-là et 90% qui se trouve au-dessus. C'est quelque chose qu'on va souvent vous représenter pour les revenus, pour vous dire est-ce que je suis riche par rapport aux autres ou pas.
Et la médiane, c'est le milieu. Donc il y a 50% des gens qui se trouvent en dessous de cette valeur et 50% des gens qui se trouvent au-dessus de cette valeur. Donc pour en revenir à mes modèles linéaires, il y a plein de variantes des modèles linéaires que la plupart des gens ne connaissent pas, mais il y a les régressions Lasso, les régressions Ridge, il y a de quoi faire, mais ce n'est pas ce que je vais présenter aujourd'hui parce que c'est ce qu'on peut découvrir soi-même le plus facilement. Il y a les méthodes à base d'arbres. Les méthodes à base d'arbres, moi j'aime bien parce que c'est des méthodes un peu couteau suisse. C'est assez facile à utiliser, on peut les utiliser dans plein de cas. Et donc c'est assez cool de savoir que ça existe et qu'en général on va pouvoir les utiliser pour sans problème. Et j'ai choisi aussi les réseaux de neurones parce que c'est ce dont on parle le plus dans les médias, parce que ça fait bien intelligence artificielle, hein. Il y a le mot neurone dedans, donc de toute évidence, il y a un lien. Et donc, je vais vous présenter comment ça fonctionne pour que vous voyez qu'il n'y a pas de lien en fait, entre réseau de neurones et intelligence artificielle. Donc, les méthodes à base d'arbres, c'est un peu mes chouchous, c'est vrai. C'est vraiment super simple à comprendre, c'est assez intuitif. Après, on peut mettre plein d'extensions pour que ça devienne super puissant, mais le principe de base, il est simple. Alors aujourd'hui, on va essayer de prédire la survie des passagers du Titanic, parce que donc il y a plein de jeux de données qui existent, et ça, c'est un jeu de données qui est assez connu pour faire de la classification. Donc ça va être de la classification parce que le résultat, ça va être tu meurs ou tu meurs pas. Alors, donc on va avoir des variables quantitatives pour le faire. On va avoir l'âge des passagers. On va savoir combien ils ont payé, s'ils ont beaucoup de frères et sœurs dans le bateau ou d'épouses. Ensuite, s'ils ont des parents plus vieux dans le bateau. Donc, on va savoir s'ils ont survécu. Hein, c'est de la classification. Donc, on sait déjà pour tout un ensemble la réponse. On sait s'ils sont des hommes ou des femmes. Où est-ce qu'ils ont embarqué? Quelle est la classe de leur ticket? Première classe, deuxième classe ou troisième classe? Et s'ils avaient une cabine qui était enregistrée. Et donc, on espère qu'à partir de toutes ces informations, on va pouvoir prédire s'ils ont survécu ou pas au Titanic. Alors là, évidemment, le Titanic, c'est déjà passé. Hein, donc on appelle ça encore la prédiction, mais ce n'est pas trop dans le futur. Mais le but, c'est plutôt de comprendre un peu les mécaniques et qu'est-ce qui a pu se passer sur le bateau, même sans y avoir été, pour comprendre qui survit ou qui ne survit pas. Alors, le principe des méthodes à base d'arbres, c'est d'abord un arbre. Avant d'en faire plusieurs, on va commencer par un, tranquille. Donc, au départ, on a tout notre échantillon, 100% de l'échantillon. Donc, au départ, on a 60% des gens, dans mon échantillon, 60% des gens qui sont morts et 40% des gens qui ont survécu. Ça, c'est mon échantillon d'apprentissage. Donc là, ma classe, elle est en plutôt orangée, parce que s'ils meurent, le nœud est plutôt orange, et s'ils survivent, le nœud est plutôt bleu. Cette classe de départ, qui contient tout le monde, je vais essayer de trouver, parmi toutes les variables que j'ai, celle qui va me permettre de les séparer le mieux en deux, et que dans les feuilles, j'ai le plus possible de gens qui sont d'une seule classe. Parce que là, si je dois faire un algorithme, une classification à partir de ça, je vais dire, les gens meurent tous. Parce que c'est ce qui va me donner le meilleur résultat. C'est déjà mieux que pile ou face. C'est pas mal. C'est quand même, c'est mieux que le hasard, c'est déjà un premier modèle. Mais bon, on se dit quand même que 40% d'erreurs, c'est beaucoup. Un peu trop pour que je l'utilise. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur toutes les variables et on va regarder celles qui vont me permettre d'obtenir les nœuds qu'on appelle les plus purs, donc avec une seule classe représentée. Donc là, on voit que la première variable qui est utilisée, c'est le sexe de la personne, enfin son genre. Et donc, on va pouvoir séparer en deux. Donc, soit la personne est un homme, et donc là, elle a beaucoup plus de chances de mourir. Donc, pour une fois, être une femme, c'était bien. Hein. Donc, quand on était un homme, on avait quand même 80% de chances de mourir sur le Titanic. C'était vraiment pas de chance. Donc là, mon nœud, il est plus orange que celui d'au-dessus. Et si j'étais une femme, j'avais 75% de chances de survivre. On n'aurait pas été beaucoup dans la salle après le Titanic, hein, ici.
Donc, on est quand même vachement mieux, hein, parce que là, il suffit que je sache si la personne en face de moi est un homme ou une femme, enfin, se situe du côté masculin ou féminin, et là, j'ai quand même beaucoup moins de chances de me tromper qu'au départ, où j'avais juste tout le monde et que j'étais obligée de dire à tout le monde « tu meurs ». Ensuite, pour chacun des nœuds que j'ai constitués, je vais essayer de le redécouper avec une autre variable de mon ensemble pour obtenir, encore une fois, des nœuds un peu plus purs. Donc là, je vais découper selon la classe... Alors non, je découpe selon l'âge. Donc les hommes qui ont moins de 13 ans ont plus de chances de survivre que les hommes qui ont plus de 13 ans. Donc de toute évidence, les femmes et les enfants d'abord, ça a été un petit peu respecté. Ce n'est pas que dans les films. Et ensuite, de l'autre côté, c'est si j'ai un ticket de première ou deuxième classe, là, j'ai vraiment beaucoup de chances de survivre. Donc, pour les femmes qui ont un ticket de première ou deuxième classe, eh ben, elles ont 96% de chances de survivre. Pour les autres, elles étaient en troisième classe. De toute évidence, on n'en a rien à foutre. Donc, j'ai plus que 44% de chances de survivre. Et pour chacune des classes, comme ça, je vais continuer à découper jusqu'à obtenir à chaque fois des feuilles qui soient pures. Donc là, ici, j'ai 2 feuilles en bas qui sont pures. Ça y est, là, si j'arrive dans cette configuration-là, je suis sûre à 100% de ma prédiction. Donc, le principe des arbres, au départ, il est assez simple. Hein. À chaque fois, je fais une disjonction, je pars d'un côté ou de l'autre, et puis ça me permet de faire une prédiction. Le problème des arbres, c'est qu'en fait, si je construis l'arbre complet, il ressemble à ça à la fin. Alors, ça devient un peu moins lisible, un petit peu plus compliqué de comprendre. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'on retrouve notre problème d'overfitting. C'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'essaye d'avoir à chaque fois un nœud qui est complètement pur. Et ce qui se passe, c'est que je me retrouve avec des nœuds où il y a une seule personne. Alors, de savoir que le passager qui avait exactement 52 ans, qui était un homme, qui a payé je ne sais pas quel montant, qui est monté à Cherbourg et qui était en 3e classe, a survécu, je ne suis pas sûre que pour mon modèle, c'est très intéressant. J'ai juste appris la survie de ce passager-là et je n'ai pas appris une règle que je vais pouvoir appliquer sur d'autres éléments. Donc ça, c'est vraiment le gros problème des arbres, c'est l'overfitting à fond. Donc on a plein de moyens de diminuer cet overfitting. Et moi, le moyen que je préfère, c'est de dire, si tu as moins de, par exemple, 5 éléments dans une feuille, tu n'as plus le droit de la découper. Je ne veux pas me retrouver avec des feuilles où il y a une seule personne, et donc je le force à s'arrêter dans sa construction. Donc un arbre, c'est bien, mais en fait, on se dit que plus d'arbres, c'est mieux. Donc les arbres de décision, quand on en a un seul, ce qui est bien, c'est que c'est facile à comprendre. On peut visualiser le chemin qui est pris. Donc c'est quand même super. Vous avez sûrement déjà entendu dire que les algorithmes de machine learning, c'est des boîtes noires. Les arbres de décision, pour le coup, c'est vraiment pas des boîtes noires. On sait exactement ce qu'ils font, à quel moment. Ça nécessite peu de préparation des données. Alors c'est ça que moi j'adore avec les algorithmes, avec les arbres, c'est que je peux mettre des données qui sont corrélées, donc des données qui sont hyper liées entre elles. Pour lui, c'est pas grave. Il y en a juste une qui ne va pas lui servir parce qu'il aura déjà retiré toute l'information possible, mais ça ne le dérange pas du tout, alors qu'il y a des algorithmes qui ne supportent pas ça. On ne va pas avoir besoin de traiter les variables catégorielles des variables continues différemment. Il prend tout et il donne un résultat. Et on a une interprétation rapide et claire des résultats. Par contre, ce n'est pas hyper performant et ce n'est pas très robuste. Dès qu'on met des variables, des valeurs un peu étranges, il va nous trouver des coupures étranges aussi. Le principe de mettre plusieurs arbres, c'est le même principe que de se dire plusieurs avis valent mieux qu'un. Si je demande à une seule personne dans la salle, peut-être qu'elle se trompe et je ne vais pas m'en rendre compte. Alors que si je pose la même question à toutes les personnes qui sont dans la salle, ici, et que je reprends la classe majoritaire, la réponse majoritaire, j'ai quand même vachement plus de chances de ne pas me tromper, à part si vous êtes tous mis d'accord au départ pour me répondre n'importe quoi. Et donc ces méthodes-là, les plusieurs avis valent mieux qu'un,
c'est ce qu'on appelle les méthodes de bagging. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler d'une des méthodes de bagging, qui est les random forest. Donc on va construire plein d'arbres, une forêt d'arbres. Et à partir de cette forêt d'arbres, on va prendre, pour la classification, la classe majoritaire. On fait voter tout le monde, et à partir de ce vote-là, on a la réponse. Donc on construit plein d'arbres, mais on ne construit pas 500 fois le même arbre, parce que sinon ça ne sert à rien. On a demandé 500 fois à la même personne une réponse, elle nous répond 500 fois la même chose. Donc on va dire à certains arbres, bah, toi tu n'as pas le droit d'utiliser cette variable-là. Tu dois essayer de te construire, mais tu n'as pas le droit à cette information-là. Ou chacun des arbres a le droit à 80% de l'ensemble d'entraînement, donc ils vont apprendre des choses un peu différentes à chaque fois. Il y a une autre technique pour améliorer les résultats des arbres, pour avoir des résultats un peu plus robustes. Ça s'appelle le boosting. Le principe du boosting, c'est simple, c'est comme pour nous, c'est on apprend plus de nos erreurs que de nos succès. Bon, il y a des périodes où on apprend vraiment beaucoup, donc là, j'ai un premier algorithme. J'ai fait une première fois un arbre. Il m'a fait une coupure, donc j'ai 3 éléments bleus d'un côté, j'ai 8 éléments jaunes de l'autre. Et par contre, dans la classe jaune, j'ai 2 éléments bleus. Donc je me trompe un peu quand même. Donc ce que je me dis, c'est que peut-être je peux apprendre un peu mieux pour réussir à différencier ces éléments bleus. Et pour apprendre un peu mieux pour différencier ces éléments bleus, je vais dire ils deviennent hyper importants. Ils ont un poids super important. Et si tu te trompes sur ces éléments bleus, c'est vraiment la catastrophe. C'est ce que je dis en fait à l'algorithme. Et donc, à partir de là, il va créer un nouvel arbre de décision qui est tout petit et qui va séparer en 2. Et donc là, il va réussir à bien apprendre les éléments qu'il n'arrivait pas à apprendre avant. Par contre, il se trompe sur les 3 qu'il arrivait à faire tout à l'heure. Et je recommence. Là, je vais dire, les 3 que j'arrivais à apprendre tout à l'heure, quand même, maintenant tu te trompes, mais il faut que ce soit vraiment... C'est vraiment important pour moi que tu sois capable de les reconnaître. C'est la catastrophe si tu n'y arrives pas. Et donc, on va apprendre un nouvel algorithme qui va nous mettre une nouvelle séparation. Et là, cette fois, j'arrive à apprendre les éléments bleus qui étaient faux à l'étape d'après. Donc là, c'est séquentiel. C'est vraiment, à chaque fois, on apprend à partir des erreurs du précédent. C'est un peu comme nous, on ne redémarre pas de zéro quand on apprend un sujet. On va d'abord sur Wikipédia ou tout autre site, on regarde tout ce que les autres ont déjà appris, et puis on essaye d'améliorer derrière ce qui reste à apprendre. Et une fois qu'on a fait tout ça, on fait la synthèse de tout le monde, et donc on dit en fait que pour apprendre les éléments bleus, j'ai 2 zones différentes que je peux représenter, et les éléments jaunes, j'ai 2 zones différentes aussi. Donc j'ai la synthèse de tout ce que j'ai appris sur les algorithmes précédents. Donc voilà, c'est vraiment... Et ces principes-là, sur les méthodes à base d'arbres, on les retrouve sur plein d'autres algorithmes. C'est maintenant, dans le machine learning tel qu'il existe, on ne cherche plus vraiment à développer des nouvelles méthodes, carrément des nouvelles familles de méthodes. On va plutôt essayer de se dire, on va tirer le meilleur de ce qu'on a déjà. Donc, on va utiliser ces méthodes de j'utilise plusieurs algorithmes et je synthétise les résultats, ou je vais essayer d'améliorer au fur et à mesure les prédictions de mon algorithme. Sur les réseaux de neurones, les réseaux de neurones, le principe de départ, c'est quand on s'est dit « je veux faire l'intelligence artificielle », quelle est la partie qui s'occupe de l'intelligence chez l'être humain? C'est le cerveau. Donc on va essayer de reproduire le fonctionnement du cerveau, et on espère comme ça développer une intelligence artificielle. Les réseaux de neurones, en fait, c'est super vieux. Alors, je ne vais pas vous donner d'années parce que j'ai oublié de vérifier et que je vais me tromper, mais c'est au moins avant les années 60. Et c'est quelque chose qui avait été développé par des chercheurs dans des labos. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas les utiliser parce que ça demandait vraiment beaucoup trop de ressources et on n'était pas capable, à l'époque, de calculer des réseaux de neurones facilement. Donc, l'origine biologique, ça, c'est notre petit neurone, un seul. Je ne suis pas biologiste, mais le principe de base, c'est qu'on a des informations qui arrivent par les dendrites, qui passent dans le neurone, et si toutes les petites impulsions électriques, elles dépassent un certain seuil, on transmet l'information au suivant.
Si ça ne dépasse pas, ben, tant pis, l'information est perdue, ça s'arrête là. Et donc, quand ils ont vu ça, ils se sont dit, bah, on peut reproduire la même chose. On est capable, on va décrire un neurone artificiel. Et donc, un neurone artificiel, à lui seul, c'est un petit modèle. On retrouve le même principe que pour les modèles de machine learning. On a des données en entrée et on va espérer obtenir un résultat. Pour faire ce résultat, on va faire la somme pondérée de tout ce qu'on donne en entrée. On retrouve ce principe de j'ai plein d'impulsions électriques et je vais voir si ça dépasse un certain niveau. Donc, je vais voir si ça dépasse un certain niveau. Bah, ça va être, en termes de mathématiques, c'est que je vais faire la somme. Donc, je vais dire qu'il y a certaines variables qui comptent plus que d'autres. C'est pour ça que c'est pondéré. Et après, je vais regarder avec une fonction qu'on appelle fonction d'activation, si ça dépasse un certain seuil. Donc, il y a plein de fonctions d'activation qui existent. Celle qui est plus souvent utilisée, qui est parmi les plus souvent utilisées, c'est tangente hyperbolique, mais il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est la tangente hyperbolique pour comprendre les réseaux de neurones. Et un réseau, bah, c'est le même principe que pour les méthodes à base d'arbres tout à l'heure, le bagging, les random forests, c'est un neurone, ça ne fait pas grand-chose. Chez un être humain, c'est pareil. Des fois, on se dit que la personne en face de nous n'en a qu'un, mais en fait, non. Elle en a plusieurs. Et pour reproduire ce système de cerveau avec plusieurs neurones, on construit ce qu'on appelle des réseaux. Donc, dans un réseau, qu'est-ce que j'ai toujours? J'ai une couche qu'on appelle la couche d'entrée, où je vais mettre justement les informations qui viennent de mes variables, mon tableau Excel de tout à l'heure. Ensuite, j'ai toujours une couche de sortie. La couche de sortie, c'est la couche qui va me permettre d'obtenir le résultat de mon réseau. Donc, j'en ai toujours besoin. Et entre les deux, j'ai plein de couches qu'on appelle les couches cachées, puisqu'on ne les voit pas. C'est ce qui se passe dans la boîte noire. Parce que pour le coup, un réseau de neurones, c'est quand même un algorithme boîte noire. Et pour transmettre l'information, chacun de mes neurones de la couche d'entrée va passer l'information à chacun des neurones de la première couche intermédiaire. Puis chacun des neurones de la première couche intermédiaire va passer l'information aux neurones de la deuxième couche intermédiaire, jusqu'à arriver à la couche finale, où tous les neurones de la dernière couche cachée passent l'information à la couche de sortie. Et quand on voit ça, on se rend vite compte de pourquoi c'est super long à calculer. C'est que je suis obligée de calculer les poids que je dois mettre sur toutes les flèches que j'ai ici. Alors là, ici, j'ai représenté que 4 neurones dans ma couche d'entrée, mais vous vous doutez bien qu'il y en a beaucoup plus. Et dans les couches cachées, c'est pareil, j'en ai beaucoup plus que 3. Donc je me retrouve facilement avec énormément de neurones, donc énormément de poids à apprendre. Et c'est pour ça que les réseaux de neurones, c'est long. Alors ça, c'est l'architecture de base d'un réseau de neurones. C'est les réseaux de neurones qu'on appelle feed-forward. C'est que l'information, elle va que dans un sens. Puis il y a des gens qui se sont dit que quand même, ce serait vachement fun que l'information, elle puisse revenir en arrière. Et quand en plus, on doit avoir l'information qui revient en arrière, on se retrouve avec des petites cellules en plus, où on doit aussi apprendre des paramètres, et puis alors l'information, elle peut revenir en arrière combien de fois comme ça, ce qui fait que c'est très très coûteux. C'est pour ça qu'on se met place sur des systèmes GPU plutôt pour les réseaux de neurones, où on va paralléliser à fond, ce qui va permettre de gagner du temps sur le calcul. Donc là, j'ai une observation, toutes ces variables qui vont passer dans la première couche d'entrée, donc chaque variable va passer dans un neurone de la couche d'entrée, vont traverser toutes les couches jusqu'à arriver à la couche de sortie. Donc, comme au départ, tous les poids vont être initialisés de manière aléatoire, la réponse va être évidemment très mauvaise. Et après, une fois qu'on a le résultat, on sait à quel point on se trompe, et donc on va repartir dans l'autre sens pour améliorer les poids. Donc on fait ça pour toutes les observations, c'est pour ça que c'est très coûteux. Il y a plein d'architectures qui existent de réseaux de neurones. En fait, selon le type de problème qu'on veut traiter, il y a des architectures qui sont connues pour être performantes. Les architectures, ce n'est pas sur ça que les gens se battent. Il y a même les gens de chez Google, par exemple, partagent les architectures de leur réseau de neurones. Donc, ce n'est pas sur ça qu'ils se battent. Mais pour vous donner une idée, la couche d'entrée, on donne en général un neurone par variable.
La couche de sortie, c'est déterminé facilement aussi. Si c'est une régression, j'ai un neurone. Une classification binaire, un neurone. Et si je veux faire une classification avec plus de catégories, là, j'ai un neurone par classe. Et c'est pour les couches cachées que ça devient le bordel. Alors, il y a bien des règles qui existent. De toute manière, ça ne sert à rien de mettre plus de neurones que dans la couche d'entrée. Il faut mettre au moins un neurone dedans, mais entre les deux, il n'y a pas de règles parfaites qui disent comment on doit choisir le nombre de neurones des couches cachées, ni le nombre de couches cachées. Donc la technique, c'est pas compliqué, on fait plein d'essais et on prend le meilleur. Donc ça, c'est sur les réseaux de neurones. Un réseau de neurones, ça a l'avantage d'être robuste. C'est moins je vais mettre de neurones dans la couche cachée, plus je vais l'obliger à synthétiser l'information. Et donc là, il va devenir très robuste parce que si je le force à synthétiser l'information, il ne peut plus apprendre par cœur. Donc c'est l'avantage, on peut facilement le rendre robuste. Alors évidemment, si je lui donne qu'un neurone dans sa couche cachée, il synthétise tellement qu'il n'apprend plus grand-chose. Il faut trouver un équilibre. C'est super performant, ça c'est vraiment intéressant. C'est pas pour rien qu'on les utilise beaucoup. Mais par contre, c'est très peu lisible. Moi, on peut me montrer les résultats des poids de chacun des neurones entre les couches. Ça ne va pas m'apprendre grand-chose sur ce qu'a appris le modèle. Ça peut être une bonne façon d'utiliser. Ça peut parfaitement faire le job si tout ce qui compte, c'est d'avoir un résultat qui est performant. Mais si ce que je veux faire, c'est comprendre ce qui se passe, les réseaux de neurones, ce n'est pas idéal. Le deep learning, on en parle pas mal quand même, parce qu'il y a des personnes pas très connues comme Google qui les utilisent. Ils font du traitement d'images, affect, de la classification. Ils utilisent ça pour Google Translate. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler à un moment, mais alors, ils avaient fait beaucoup de bruit quand ils avaient changé Google Translate, parce qu'à une époque, c'était des modèles de linguistique qui étaient dans Google Translate. À un moment, ils ont changé ça pour du deep learning. Alors, ils ne comprennent pas du tout comment l'algorithme travaille derrière, mais c'est super performant, donc c'est génial. Il semblerait que l'algorithme ait appris sa propre langue, qui traduit, par exemple, du suédois dans sa langue, et après, il traduit de sa langue dans le français. Donc, il semblerait que ça fait ça, on n'en est pas sûr. Concrètement, le deep learning, c'est quoi? C'est juste un réseau de neurones avec beaucoup de couches cachées. Donc, en général, un réseau de neurones va mettre une couche cachée, 2 couches cachées, éventuellement 3 si on a beaucoup de trucs à apprendre. Mais dans le deep learning, on en met plus encore. Donc évidemment, c'est super long à apprendre. Si vous n'avez pas une bonne machine avec du GPU, vous ne lancez pas dans le deep learning. Globalement, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne lancez pas dans le deep learning non plus. Et alors, ce qui est hyper intéressant par contre avec le deep learning, c'est que ça apprend un peu toute seule les variables. Là, avec tous les autres algorithmes de machine learning, on est obligé de lui mâcher le travail. Si on ne lui crée pas les bonnes variables pour qu'il soit capable de trouver l'information, il n'arrive à rien. Par contre, dans le deep learning, notamment en reconnaissance d'image, c'est super bien fait. Il suffit de donner les informations de chaque pixel et il arrive à retrouver des trucs. Donc c'est quand même pas mal. Donc il va avoir une couche qui va lui permettre de retrouver d'abord des petites formes. Et puis après, il va avoir une couche au-dessus qui va lui permettre de retrouver des formes un peu plus complexes. Et puis, il va recréer l'information au fur et à mesure. Et à la fin, il va être capable de nous dire si on a un loup ou si on a un chien. Donc ça, c'est ce qui est hyper intéressant avec le deep learning. Alors, ce qui est super décevant, ce qui est super frustrant dans mon métier, c'est que je ne suis pas magicienne. Et que j'ai beau faire ce que je peux, donner les meilleures données à mon modèle, l'entraîner correctement, le chouchouter, l'encourager, des fois, les résultats sont nuls. Et alors, on peut quand même faire quelques trucs une fois qu'on s'est dit que l'algorithme était mauvais. Donc, il faut d'abord diagnostiquer ce qui s'est passé et pas juste se dire qu'on était mauvais. Il y a plein de raisons possibles pour avoir un modèle qui n'est pas bon. La première, ça peut être j'ai pas assez de données. Une fois, j'ai eu un client, il m'a dit qu'il voulait apprendre la consommation de son groupe froid. Donc, il voulait mieux comprendre. Il avait un groupe froid, et puis il cherchait à comprendre de quoi ça dépendait. Donc, OK. Donc, j'ai des données sur 9 mois.
Bon, 9 mois, c'est pas extraordinaire, j'aurais préféré plus d'1 an, mais d'accord. Donc là, ces données-là, vous les avez au pas de temps 10 minutes, celle-là au pas de temps heure, et celle-là, vous l'avez au pas de temps journalier. 9 mois au pas de temps journalier, ça laisse pas beaucoup de points quand même. Donc ça, c'est un premier problème. C'est qu'on peut apprendre des choses, mais il faut quand même avoir un peu de masse au départ. Si on n'a pas beaucoup de données, si on a moins de 300 données, de toute manière, franchement, pour apprendre un truc, ça va être compliqué. Pour le deep learning, alors là, il vous faut des milliers et des milliers de données. Il lui faut beaucoup d'informations pour être capable de reconstruire quelque chose. Mais donc, si vous avez vraiment moins de 300 points, ne faites pas quelque chose. Les seuls qui sont capables de faire des choses sur des modèles aussi petits, c'est des statisticiens qui travaillent par exemple en épidémiologie ou en pharmacologie, qui ont des modèles hyper adaptés à leurs problématiques, parce que, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, quand on traite un nouveau médicament, on ne peut pas le faire tester à 5000 personnes. On va utiliser un nombre restreint de personnes, et eux, ils ont des modèles super spécifiques pour traiter ce genre de problème. Mais sinon, on n'est pas vraiment capable de faire ça. Est-ce que mes données... La deuxième question, c'est est-ce que mes données sont bien représentatives? Si je reprends mon groupe froid, je peux modéliser sa consommation. Mais si je modélise sa consommation en été et que j'essaye d'appliquer mon modèle en hiver, je vous assure que les performances ne vont pas être terribles. Donc ça, c'est aussi un gros problème. C'est est-ce que j'utilise des données qui sont représentatives de ce que je vais vraiment vouloir prédire? Éventuellement, je peux faire un mauvais choix de modèle et je peux tester un autre modèle pour voir s'il va être plus performant. Parce qu'un modèle, il est capable de reconnaître mieux certaines problématiques que d'autres. Et donc, dans ce cas-là, il faut changer de modèle. Une autre chose, ça peut être qu'il me manque une information dans les variables que je donne en entrée au modèle. Donc ça, c'est facilement détecté quand je regarde les résidus. Les résidus, c'est tout ce qui reste, c'est l'écart que j'ai entre ma prédiction et la réalité. Et donc, si je regarde par exemple un graphe ici, là, c'est un exemple parfait de résidu que je ne veux pas obtenir. On essaye de prédire le revenu de... je ne sais plus trop ce que c'est. Et on voit que les résidus, ils se retrouvent vraiment sur 2 lignes complètement séparées. Et en fait, quand on regarde les données de ce modèle-là, on se rend compte qu'on a essayé de prédire un revenu sans tenir compte du jour de la semaine. Ce qui se passe, c'est que si c'est un magasin, par exemple, le week-end, ils vendent rien, et puis la semaine, ils vendent plein de trucs. Donc si je ne donne pas cette information qui a des jours de la semaine différents dans mes données, il va faire un résultat moyen. Donc je me retrouve avec une ligne qui est un peu au milieu. Alors elle va se tromper tout le temps. Donc là, il me manque une information. Ce que je veux obtenir sur les résultats, ça c'est un exemple de résidu parfait. Il n'y a rien dedans. C'est le bazar, il y a des points dans tous les sens, mais on ne voit rien du tout. Et donc il y a ça, il y a les résidus, et puis éventuellement j'ai fait un peu d'overfitting, ça arrive, même si j'ai bien séparé mes données, ça peut arriver, et donc il faut faire attention à ça. C'est les points de vigilance que moi je vois sur l'analyse des résultats d'un modèle. Et je vais finir, je n'ai pas de slide sur ça, mais je vais finir sur pourquoi un modèle c'est très très con. C'est qu'un modèle, il a appris sur un certain ensemble de données, et il va donner un résultat, quand on va lui demander de faire une prédiction, à partir de ce qu'il a appris. Sauf que si il a appris des choses sur des données complètement différentes, il ne va pas le dire. Vous, quand on vous pose une question, et que vous sentez que vous n'avez pas du tout la réponse, qu'est-ce que vous allez répondre? Vous allez répondre « je ne sais pas ». Vous avez l'intelligence de vous rendre compte que vous n'avez pas la réponse à la question. Un modèle de machine learning, il n'est pas du tout capable de se dire « je ne sais pas répondre à cette question-là ». Lui, il est fait pour répondre. Quoi que je lui donne en entrée, il va me donner une réponse. Et quand il se retrouve dans une situation où il ne sait pas, il va prédire n'importe quoi. Il n'y a pas si longtemps, j'ai eu le cas sur un modèle. Donc c'est une modélisation dans une papeterie. Donc s'il y a des passionnés du papier, on peut en discuter après. On modélise le comportement de cette machine-là. Et cette machine-là, elle consomme toujours au maximum 12 MWh.
Et puis, on se retrouve à un moment avec cette machine qui se met à consommer moins. Ils ont réussi à faire des économies dans l'usine, ils ont changé un équipement parfait pour la planète. Ils se mettent à consommer 11 MWh en général. Sauf qu'à un moment, je me retrouve avec les données en entrée de mon modèle pour faire la prédiction qui sont différentes de celles que j'avais pour apprendre. Et le modèle, il ne sait pas. Il se retrouve dans une configuration qu'il ne connaît pas. Et au lieu de me dire « je ne sais pas », il me dit « ok, demain, tu vas consommer 19 MWh ». Aucun être humain dans cette salle ne se serait dit « je vais prédire n'importe quoi, ça passera peut-être ». Non, en vrai, il y a quand même des étudiants qui doivent faire ça. Mais les modèles, ils ne se rendent pas compte. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. On leur a juste donné des données. On leur a donné des données. Ça fait quand même 15 fois que je dois le dire. On leur donne des données. Ils essayent de tirer le meilleur parti des données en entrée. Ils essayent juste de minimiser une erreur. Mais ils n'ont rien compris à ce qu'ils ont appris. Ils n'ont pas cette réflexion d'être humain. Ils ne vont pas essayer de généraliser ce qu'ils apprennent. C'est à nous de vérifier qu'ils généralisent bien ce qu'ils apprennent. Et quand ils ne savent pas ce qu'ils doivent prédire, ils prédisent n'importe quoi. J'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire dans cette introduction. Évidemment, on pourrait continuer pendant très longtemps sur le machine learning. Il y a plein de choses passionnantes. Si vous voulez continuer à discuter de choses, je suis disponible pendant le Brestcamp. Et si vous avez des questions, on peut passer sur les questions tout de suite. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci, c'était très intéressant. Donc j'ai plusieurs questions, je vais essayer d'en poser qu'une pour faire court. Concernant ce qu'on vient juste de dire là, sur la comparaison avec le cerveau humain, oui. Est-ce que justement, on en revient souvent à cette comparaison justement, est-ce que nous, la différence, c'est pas juste qu'on a un réseau de neurones hyper performant par rapport à ce qui se fait actuellement en informatique, et qu'on apprend finalement exactement de la même manière, mais de manière beaucoup plus performante? J'ai pas bien entendu la question. Non, vous avez compris. Avec le micro. Donc, la question, c'est juste, est-ce que on fait souvent la différence, nous on comprend les modèles et tout, etc. Ouais. J'en doute en fait, je pense qu'on ne comprend pas aussi bien que ce qu'on croit. Oui. On apprend juste des modèles de la même manière, mais de façon plus performante que les réseaux de neurones informatiques actuels. Oui. C'est plus une remarque qu'une question. C'est possible qu'on surestime notre intelligence. Après, je pense quand même que ce qu'on sait faire actuellement et qu'on décrit comme de l'intelligence artificielle, c'est quand même loin des performances et de l'intelligence d'un cerveau humain. Je ne dis pas que dans 40 ans, on ne sera pas capable de faire des trucs qui sont beaucoup plus intelligents, mais pour l'instant, on n'y est pas. Merci. Ma question, elle porte sur les algorithmes en arbre. Oui. Et en particulier l'exemple du Titanic que tu as présenté tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe si on change l'ordre des variables dans l'arbre? Est-ce qu'il y a un biais qui est introduit ou quelque chose comme ça? Alors, non, il n'y a pas un biais qui est introduit, mais l'arbre peut avoir une tête complètement différente. C'est pour ça que interpréter les résultats d'un arbre pour trouver des causalités, c'est difficile. Par contre, le résultat à la fin, les performances de l'algorithme à la fin seront peut-être aussi bonnes qu'on ait mis les variables dans un sens ou dans l'autre. Mais oui, l'ordre des variables va avoir de l'importance. Non. Non, parce qu'il va quand même chercher à chaque fois à faire la meilleure coupure. Donc, changer l'ordre, ça va changer un peu la tête de l'arbre, mais si on met les mêmes variables en entrée, on ne va pas pouvoir dégrader complètement les performances. Par contre, si on retire une seule variable, ça peut tout changer. Ou si on retire certains exemples. Si on prend que 80% de l'échantillon d'apprentissage, là, on peut dégrader fortement les performances. J'ai une petite question qui concerne aussi le Titanic.
Tu parles de faire plein d'arbres différents pour avoir plein de choix. Ouais. Est-ce que c'est automatisé? Est-ce que tu les fais à la main? Ah non, c'est complètement automatisé. Hein. Dans ce qu'on fait actuellement, dans la plupart des entreprises sur le machine learning, on utilise des algorithmes qui ont été développés par des chercheurs et ils sont sur l'étagère, ils sont tout développés. Alors en général, si vous regardez en Python, c'est déjà bien développé, il n'y a pas de problème. Si vous voulez les derniers algorithmes de recherche, regardez en R. Et on ne développe pas de nouveaux algorithmes. Tout est fait, il n'y a pas de problème. Il choisit même des premières valeurs des paramètres qui lui semblent bien, où tu n'as même pas besoin de choisir. Donc, non, je ne m'amuse pas à construire mes arbres moi-même. Tu viens plus ou moins de répondre à ma question. À part Python et R, est-ce que tu peux nous citer d'autres outils ou langages Alors, d'autres langages, c'est quand même les langages qui sont les plus développés pour l'instant pour faire du machine learning en termes de multitude d'algorithmes disponibles. Après, quand on reste sur des algorithmes un peu classiques comme ça, tu peux utiliser Spark qui a sa bibliothèque de machine learning et donc c'est basé sur du Scala. Tu as même des gens qui font des réseaux de neurones en JavaScript, hein, donc tout est possible. Après, on peut faire rentrer une vis avec un marteau dans un mur. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. C'est quand même... Alors, l'avantage en plus, c'est que la communauté en Python et en R est très importante autour du machine learning et qu'il y a vraiment des documentations qui sont super. Après, tu as des choses qui sont développées par des entreprises aussi. Donc, par exemple, il y a un produit qui s'appelle H2O, où la librairie sur le machine learning est en open source, et c'est basé sur du Java derrière. Donc, il y a plein de choses qui existent, mais la plupart des gens qui font du machine learning, surtout quand le volume de données est suffisamment petit pour tenir sur une grosse machine, même si c'est une grosse machine qui va te coûter super cher sur AWS, ils vont utiliser Python. R, c'est plus de la recherche quand même, mais Python, ouais, beaucoup. Vous avez un peu répondu à ma question. Oui. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous conseillerez comme référence, comme site ou comme outil pour commencer justement à appréhender un peu le sujet. Comme référence, comme site, alors si tu veux aborder ça en utilisant des exemples, tu peux regarder Kaggle, qui est en fait un site de compétition de machine learning. Et ils ont des jeux de données qui sont des jeux de données... comment ils appellent ça? Enfin, c'est vraiment pédagogique pour apprendre. Donc, notamment, le Titanic, il y est. Et l'avantage de ce site, c'est que les gens mettent à disposition leur script d'analyse de données avec il y a vraiment le code et les analyses qu'ils font derrière pour chacun des blocs de code. Donc ça, c'est pas mal. Sinon, en général, si tu cherches à comprendre un point précis sur un algorithme, il y a un chercheur qui s'appelle Rico Rakoto-Malala, qui est à l'université de Lyon, dans le laboratoire ERIC, et il a plein de slides qu'il utilise en cours, je l'imagine, avec ses élèves, où il explique super bien. Après, des ressources, il y en a vraiment plein. Mais partir de Kaggle et regarder les liens qu'ils mettent à disposition dans leur blog aussi, et être sur leur newsletter parce qu'ils postent régulièrement des choses, c'est pas mal. Ok, merci. Moi, j'ai une petite question concernant les jeux de données. Comment tu prépares l'échantillon d'apprentissage et l'échantillon de test? Tu coupes au hasard? C'est au hasard, en général, sauf si tu es sur des données qui sont des séries temporelles, parce que y a un lien entre ce qui se passe à l'instant T plus 1 et ce qui s'est passé à l'instant T. Donc là, tu utilises... il faut que tu prennes des blocs de données, vraiment. Mais sinon, tu prends au hasard parce qu'on considère que... par exemple, en marketing, on considère que le client 1 et le client 2, ils sont totalement indépendants. Et donc, on peut prendre les choses au hasard. Merci.